Donc, au niveau, du programme du jour, heu, on va se présenter, j'espère que mon collègue va pouvoir se connecter. On va se présenter, Jonathan et moi. Ensuite, on abordera, dans une première partie, les bases de ce que c'est que l'IA, parce qu'on parle, ah bah, voilà Jonathan, parfait! Bonjour, j'avais juste oublié de monter sur scène. Pas de souci. Donc je disais, bah, tu arrives bien puisqu'on en était aux présentations. Je suis en train de dérouler le programme et après on va pouvoir se présenter tous les 2. L'atelier sera en 3 parties. D'abord, comprendre ce que c'est que l'IA quand on parle d'IA générative et cetera. Savoir comment on fait des demandes à l'IA, comment on s'en sert. On va parler de ce qui, s'appelle les prompts. Et puis en deuxième partie, on va vraiment traiter plus de, cette notion d'IA générative appliquée, au CV, et à la démarche de recrutement. Jonathan sera, en lead pour vous expliquer cette partie-là et en troisième partie d'atelier, on va passer à la pratique parce que c'est là aussi que ça a de la valeur ajoutée, c'est de vous permettre d'expérimenter et de nous poser, les questions au fur et à mesure que vous testez un petit peu, l'IA, par vous-même. Donc avant de commencer, petite présentation, donc Jonathan et moi, on travaille tous les 2 chez Sage, qui est un éditeur de logiciels, de comptabilité, gestion et paye, aussi bien pour les très petites entreprises que pour, des groupes, du CAC 40 en revanche, on travaille dans des directions différentes. Moi, je fais partie du service client de Sage et j'ai pour rôle d'expliquer à mes collègues, justement, comment utiliser l'IA au quotidien pour améliorer la qualité du service qu'on rend à nos clients. Jonathan, lui, travaille plutôt sur la partie recrutement. Donc Jonathan, si tu veux te présenter. Oui, merci Gaël. Effectivement, je travaille au recrutement chez Sage, donc plutôt sur la partie commerciale. Recruter plutôt des commerciaux, des ingénieurs commerciaux, donc des personnes qui vont travailler en vente, en avant-vente. Mais je recrute également des personnes qui vont faire du conseil, qui vont aider nos clients à utiliser nos solutions, par exemple. Ça fait 15 ans que je fais du recrutement. Je l'ai toujours fait dans le secteur de la tech. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que j'ai recruté que des ingénieurs ou des commerciaux. À travers ces 15 ans, j'ai recruté aussi pour des fonctions support, des profils RH, des profils comptables. Ça me peine de le dire, mais au bout de 15 ans, on commence à avoir vu pas mal de choses. Et donc, j'espère pouvoir avoir quelques conseils à vous donner aujourd'hui. Super. Ah, il y a une personne qui n'entend pas bien, le son. Ouais, je vais voir si je peux taper au fur et à mesure. Je ne sais pas si on peut mettre des sous-titres éventuellement, pour les participants qui n'entendraient pas. Je crois qu'il y a une option sous-titres, ouais. Pour Ouais, participants. ça sera peut-être, ce qu'il y a de mieux parce que là, le son en lui-même, a l'air de fonctionner. Mmh. Du coup, on va passer sur, juste quelques petites règles de participation dont j'ai déjà, parlé, rapidement tout à l'heure, sur le fait que voilà, on souhaite que cet atelier soit interactif. L'idée, c'est vraiment, de se faire confiance mutuellement. On n'est pas là pour se juger, les unes les autres, du moment que les interactions par écrit se font dans le respect, mutuel, tout ira bien et surtout ce sur quoi on souhaitait insister, c'est que, voilà, il ne faut pas être embarrassé, de poser, des questions, même très basiques. Il n'y avait pas de prérequis pour assister à cet atelier, donc si vous n'avez jamais utilisé l'IA, pas de souci, on est là pour répondre à toutes les questions. À l'inverse, si vous avez déjà expérimenté pas mal, pas de souci non plus à poser des questions plus pointues et on fera de notre mieux pour y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à interagir, au fur et à mesure de l'atelier. Donc ceci posé, heu, qu'est-ce que l'IA? Peut-être que vous pouvez d'ailleurs, déjà, pour celles qui ne l'ont pas déjà fait, commencer à interagir dans le chat. En quelques mots, pour vous, l'IA, c'est quoi? Alors, voyons ce chat. C'est un outil, c'est l'intelligence artificielle. Oui, le mot IA, c'est le mot intelligence artificielle, c'est une aide, ça permet d'aller plus vite et de gagner du temps.
un assistant virtuel, comme un collègue, ouais. Ça peut aussi servir de moteur de recherche. Je vois les mots base de données. Alors effectivement, la base de données, ça va faire partie, des composantes de l'IA. Bon, bah, c'est bien parce qu'on a plusieurs exemples qui, en fait, composent, toutes les facettes de la réalité de l'IA. Hem, pour limiter la capacité c'est génial lorsqu'on a les bons prompts. Bah, c'est super comme remarque parce qu'on va y venir justement. Du coup, l'IA ou l'intelligence artificielle, alors ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, l'IA déjà c'est un mot un peu valise pour désigner tous les systèmes informatiques qui sont capables d'effectuer des tâches qu'on associe généralement à l'intelligence. Typiquement, résoudre des problèmes complexes ou traiter beaucoup d'informations, heu s'adapter à son environnement ou prendre des décisions. Alors, ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle est forcément capable de cocher ces 3 cases-là à chaque fois, mais les modèles d'intelligence artificielle ont tendance à cocher au moins certaines de ces cases. L'intelligence artificielle, ça peut aussi désigner justement les disciplines de recherche et d'innovation qui ont pour objectif de continuer à améliorer, ces fonctionnalités, informatiques. Donc l'intelligence artificielle, c'est un champ assez vaste. Maintenant, si on regarde, l'évolution historique, en fait, l'IA ou l'intelligence artificielle, ça existe déjà depuis très longtemps. On en parle beaucoup depuis quelques années seulement, mais en réalité, ça a commencé à exister déjà dans les années 1950. Au tout début de l'informatique, on était déjà sur des capacités de raisonnement qui peuvent, s'apparenter à de l'intelligence artificielle et les premiers moteurs de recherche s'appuyaient déjà sur, cette capacité de l'informatique. Là où ça a fait un petit bond, en avant, c'est, du côté des années, 90 quand on a découvert ce qu'on a mis en place, ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire la capacité des systèmes informatiques à apprendre à partir des données qu'on leur donne à moudre, en fait. Et ça coïncidait avec une époque où, grâce à internet, on commençait aussi à avoir accès à beaucoup plus d'informations de manière gratuite ou en tout cas plus rapide. Donc, l'apprentissage automatique ou le machine learning, ça va être un sous-ensemble de l'IA, qui va permettre à l'IA de faire plus de prédictions plus facilement. C'est-à-dire que, au lieu de simplement, par exemple, relier des mots-clés à d'autres mots-clés qu'on tape dans un moteur de recherche à d'autres mots-clés existants sur des pages internet, ce que vous allez pu observer, sur des moteurs de recherche comme Google, c'est qu'aujourd'hui, quand on commence à taper une recherche, le moteur de recherche vous propose de compléter la phrase. Il vous suggère des mots qui logiquement, devrait suivre ceux que vous êtes en train de taper. Cette capacité-là, c'est lié à du machine learning, c'est-à-dire que le moteur a appris à partir de l'étude de milliers, de millions de contenus en langage naturel, va avoir appris ce qui est le plus susceptible, le plus probable de suivre certaines séquences de mots. Ça ne veut pas dire qu'il comprend le langage, ça veut simplement dire qu'il a compris les schémas statistiques d'association de mots dans le langage. Donc il va vous proposer ceux qui statistiquement ont le plus de chances de venir après ce que vous êtes en train de taper. Ça, c'est le machine learning. Ensuite, on a eu une autre innovation qui, elle, est plus du côté des années, 2010, qui va, s'appeler ce qu'on appelle le deep learning. Ça s'appuie aussi sur les avancées en neurosciences, la compréhension qu'on a de notre cerveau. En fait, on a organisé les systèmes informatiques pour qu'ils réfléchissent et ils communiquent, un petit peu comme, communiquent les réseaux de neurones dans notre cerveau. Ça a décuplé la capacité de raisonnement des ordinateurs. Ça leur permet, au-delà du simple texte, de traiter maintenant des informations beaucoup plus complexes comme des images ou des vidéos. Typiquement, le deep learning, donc cet apprentissage profond parce qu'en fait, il se fait par couches de neurones, donc c'est un peu technique, mais ce deep learning-là, il va permettre, typiquement les technologies de reconnaissance faciale ou de navigation vidéo sur les voitures. Donc c'était une étape nécessaire pour que technologiquement on puisse développer certains des outils qui existent aujourd'hui, pour qu'on puisse aussi traiter ou créer des images avec l'IA, parce que l'image, c'est un contenu qui est beaucoup plus complexe que juste le texte. Et c'est grâce au deep learning qu'on a vu les avancées les plus récentes, en matière d'IA générative, puisque c'est l'IA générative, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est celle que souvent,
les gens connaissent quand on parle d'IA, c'est, ChatGPT, c'est Gemini, c'est, des outils comme ceux-là qui sont des outils d'IA, générative. Alors quand on dit générative, c'est parce qu'elle est capable de produire du contenu, de générer du contenu. Elle n'est pas alors, quand on dit générer du contenu, c'est pas forcément du contenu nouveau au sens strict. En fait, l'IA va mouliner tout ce qu'elle a pu, tout ce à quoi elle a pu avoir accès et notamment tout ce qui est accessible sur internet ou tout ce sur quoi elle a été entraînée pour ensuite le restituer, sous une forme, un peu différente. Ça ne veut pas dire que c'est de la pure création. Et d'ailleurs, ça peut poser souci quand elle s'inspire d'œuvres artistiques, par exemple, existantes, pour proposer un contenu proche. Parce qu'on pourrait, dans ces cas-là, penser que l'IA est en train de, en fait, piller la propriété intellectuelle de certains artistes. Donc voilà, l'IA générative, c'est une petite partie, mais la partie aujourd'hui peut-être la plus connue, de toutes les dimensions de l'IA. Il y a un autre outil qui commence à émerger, dont on commence à pas mal parler aussi, qui est l'IA agentique. L'IA agentique, c'est une IA qui va, pouvoir exécuter toute une série de tâches de A à Z, toute seule, en autonomie, donc qui va permettre d'automatiser certains processus. Et c'est, quelque chose dont on va parler, par exemple, pour la facturation typiquement, l'IA toute simple, les premières applications d'IA, ça pouvait être je prends une photo d'une facture et le logiciel est capable, l'IA du logiciel est capable de reconnaître dans la facture quel est son montant, hors taxe, TTC, le nom de l'entreprise qui a émis la facture et la date et elle va me proposer ces données-là de façon à les injecter dans mon logiciel. Maintenant, on arrive à un stade ultérieur où en fait l'IA va pouvoir gérer de bout en bout la récupération de l'image de facture, par exemple dans un email, son traitement pour qu'elle soit injectée dans l'outil de comptabilité et l'envoi automatique d'un message pour prévenir le comptable que c'est fait, que la saisie est faite. Donc voilà, l'IA agentique, c'est le stade au-dessus où en fait toute une série de tâches va pouvoir être gérée en autonomie. Donc voilà, je vois quelques commentaires. A priori, c'est assez clair sur la présentation de ce que c'est que l'IA, donc top. Maintenant, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, à les poser. Donc quand on se dit IA générative, du coup, et quand on se dit ce que c'est que l'IA et ce que ça n'est pas, ce que ça n'est pas, c'est, une intelligence ou une conscience, supérieure. L'IA n'a pas de conscience. On pourrait même postuler qu'elle n'a pas de vraie compréhension de ce que vous lui dites ou de ce qu'elle écrit, puisqu'en fait, elle se contente de réutiliser toutes les données qui lui ont été mises à disposition quand on l'a entraînée et de reproduire ce qu'on lui a montré ou de restituer des schémas qu'elle a reconnus. Hem, pour autant, même si elle reproduit ce qu'on lui a montré, ça n'est pas non plus un robot parce qu'en fait, l'IA n'est pas très douée pour répéter de manière linéaire et exacte la même chose d'une fois sur l'autre. Le même document avec le même prompt va pas forcément vous donner 2 fois de suite le même résultat en IA générative. Pourquoi? Parce que c'est des modèles qui fonctionnent sur des schémas statistiques, donc des probabilités et du coup, ils vont essayer à chaque fois de vous donner la réponse qui a la probabilité de plus vous plaire et d'une fois sur l'autre, en fait, l'IA peut essayer de tester des choses différentes, donc vous proposer des résultats légèrement différents. Donc c'est un petit aléa quand on fonctionne avec les modèles d'IA générative auxquels il faut s'attendre. Ça fait partie des petits écueils. Donc si on récapitule, un modèle d'IA, justement, on parlait des modèles sur le marché, j'ai vu qu'il y avait des questions autour des différents modèles. Un modèle d'IA, en fait, c'est 3 choses. C'est une base de données, il y a eu des remarques tout à l'heure sur le fait que l'IA nécessite énormément de données, c'est vrai. Et du coup, en fonction des données qu'on utilise pour construire un modèle, le modèle, il va être influencé d'une manière ou d'une autre. Il peut même être biaisé si les données sont pas bien calculées. Donc, l'IA, c'est d'abord une base de données spécifique, un algorithme, donc une suite d'instructions ou de tâches que le modèle va pouvoir gérer plus ou moins bien. Donc, en fonction des algorithmes aussi, certains modèles vont être capables de faire certaines choses et puis pas d'autres. Et c'est aussi, et ça c'est hyper important, des tests et des réglages. Et un certain nombre de modèles qui sont sur le marché ont là-dessus des niveaux d'exigence et des niveaux de tests et des niveaux de régulation qui sont différents. Il y a des fournisseurs de modèles d'IA génératifs qui vont mettre l'accent sur les limites éthiques ou légales de ce que leur modèle a le droit de faire, et puis d'autres qui s'en fichent complètement. Et donc, ça va donner des qualités de modèles qui vont être différentes. Mais donc, les 3 composantes, la base de données, algorithme et test ou réglage, c'est ce qui va caractériser chaque modèle de machine learning et donc ils vont être assez différents les uns des autres. Donc si on regarde ce qui est accessible aujourd'hui sur le marché,
Voilà, dans les plus connus, on a, Gemini, donc qui est édité par Google, on a ChatGPT qui a été, déployé par OpenAI, Claude qui est, déployé par Anthropic, Microsoft Copilot par Microsoft. En France, on a Mistral qui a, mis en place, le chat et Perplexity a mis en place le modèle du même nom. Ce qu'on a essayé de vous indiquer en dessous de chaque modèle, c'est que, ben, comme on le disait tout à l'heure, en fonction de la manière dont ils ont été créés et conçus, ils vont pas tous avoir les mêmes capacités ou en tout cas pas avec le même niveau, de qualité et de performance. Effectivement, j'ai pas mis Grok, c'est vrai, sur la diapo, qui est l'outil, X, ex, Twitter. Heu Entre autres parce que, compte tenu du manque de garde-fous sur ce modèle, c'est pas celui qu'on recommanderait. En matière aussi bien d'éthique que de qualité des résultats, Grok a notamment été pointé du doigt pour inventer et répandre pas mal de fausses informations. Donc voilà, il y a aucune recommandation commerciale derrière ce qu'on vous met à l'écran, mais c'est déjà un panel d'outils, et c'est surtout pour illustrer, vous voyez les petites icônes en bas de chaque modèle. Alors ça ne veut pas dire que, certains modèles sont complètement incapables de faire ce qui est pas mis en icône, mais c'est qu'ils ont des performances un peu différentes. Par exemple, Gemini étant rattaché à Google est plutôt, performant sur la recherche d'informations. C'est le cas de Perplexity aussi, donc la petite loupe. Ils ont tous des capacités rédactionnelles, mais si on cherche des capacités rédactionnelles assez proches du langage humain, par exemple, ou plus perfectionné, Claude va peut-être être à un niveau un petit peu au-dessus de ce que peut proposer, ChatGPT ou Copilot. Claude a aussi la capacité, à partir d'une consigne en langage naturel, à vous aider à écrire en code. Donc c'est utilisé, notamment par beaucoup de développeurs et développeuses. Et Microsoft Copilot a, lui, des fonctionnalités avancées qui vous permettent de mouliner beaucoup de données et d'en faire une restitution statistique ou, sous forme de rapport. Donc voilà, ils vont avoir des couleurs et des comment dire? Des fonctionnalités préférentielles un petit peu différentes et il ne faut pas hésiter à tester pour voir, quel modèle est le plus performant en fonction du type de demande. Donc c'est vraiment à tester en fonction de votre demande à vous. Après, j'ai vu confidentialité et on va pouvoir y revenir, dans un instant puisque, ça va être au tour de Jonathan de vous parler de comment on utilise l'IA et l'IA générative dans le contexte du recrutement justement. Merci, j'étais juste en train de répondre à une question, mais du coup, je vais le faire à l'oral. À Valérie qui demande si ces IA sont payantes. Donc, les moteurs d'IA en général sont gratuites par défaut. Elles ont par contre des systèmes d'abonnement auxquels on peut souscrire si on veut avoir des fonctionnalités avancées ou voir plus, enfin pouvoir les utiliser simplement plus souvent, je dirais. Voilà, alors en ce qui concerne effectivement l'IA et le recrutement, bon, il y a un bénéfice certain, c'est-à-dire que c'est typiquement des outils qui vont vous aider à vous relire, à vous exprimer, à valoriser des choses auxquelles vous auriez peut-être même pas pensé en fonction des cas. Donc globalement, elles vont vous aider vraiment à mettre en valeur vos expériences. Il faut quand même faire attention, ces outils ne sont pas des outils magiques, malheureusement. Il y a quand même un certain nombre de risques qui peut avoir, enfin, qui peut venir avec ces outils et ne sont pas forcément ceux qu'on pense. Il y a déjà une question dans le chat par rapport à ça. Effectivement, la première chose à laquelle on pense souvent, c'est la confidentialité. Alors, c'est sûr que si il n'y a pas forcément de risque à proprement parler. Il n'y a pas un espion qui va venir chez vous parce que vous avez partagé des données personnelles. Mais je veux dire que chacun a son niveau de confort par rapport à ça. Il y a des personnes qui vont être tout à fait confortables. Bon, de toute façon, Microsoft, ils n'ont rien à faire que mon enfant aille à telle école ou que mon bureau de poste se situe à telle adresse ou connaître mon employeur. J'en ai rien à faire, je veux bien communiquer là-dessus.
et nommer ces choses quand je demande de l'aide à ces outils. Il y en a d'autres qui vont être par contre complètement réfractaires en prenant soin de ne donner aucune donnée, aucune information qui va toucher sa vie personnelle. Il n'y a pas vraiment de réponse, c'est pas un oui ou un non. Chacun fait au niveau de ses fonctions de confort. Je pense que tous les jours, à travers nos utilisations d'internet, de smartphones, ce genre de choses, on divulgue déjà un grand nombre de données personnelles. Encore une fois, il appartient à chacun d'exercer un petit peu son propre jugement par rapport à ça. Les autres risques, entre guillemets, qu'on peut voir, c'est à force de faire reformuler toutes les choses par l'IA, on commence un petit peu à s'en apercevoir. Il y a eu une question aussi, une remarque tout à l'heure dans le chat par rapport à ça. C'est pas encore flagrant, mais on commence effectivement à voir certaines tournures de phrases et certains tons qui sont utilisés des fois dans les CV. Je ne vais pas trop parler des lettres de motivation parce que personnellement, je ne les lis pas et j'en reçois très peu de toute façon. Je pense que l'un est lié à l'autre. Mais ça commence à se voir un petit peu. Donc, il y a peut-être un risque que, à force d'utiliser ces outils, les CV commencent à tous se ressembler et que finalement, votre personnalité ressorte un petit peu moins par rapport à ça. Moi, il y a quelque chose dont je me suis aperçu lors de ma dernière propre recherche d'emploi, c'est que quand je préparais des choses, l'IA me répondait systématiquement: «Super Jonathan, tu as déjà fait une bonne partie du travail. Super Jonathan, ton CV est déjà extrêmement détaillé». C'est une sorte de miroir déformant et les IA, quel que soit le modèle, ont souvent un biais. J'imagine que vous l'avez peut-être déjà vu lorsque vous avez peut-être déjà demandé leur avis. Les IA n'ont pas d'avis, mais on leur demande souvent leur avis quand même. Et il y a toujours un biais positif. On va toujours vous répondre, ces outils vont toujours vous répondre de façon positive en vous disant que ce que vous avez fait est super, mais que ça peut être amélioré, etc., etc. Et moi, mon expérience, alors c'était pas sur le CV, c'était sur la préparation d'entretien. J'avais donné un certain nombre d'informations que moi je voulais donner, un certain nombre d'informations que j'avais sur l'employeur. J'avais essayé d'anticiper des questions, de préparer des réponses, et j'avais toujours: «Ah, ta réponse est superbe, superbe». Le jour de l'entretien, ça s'est pas passé comme ça, et cet employeur n'était pas Sage, puisque je ne suis pas chez eux, je suis ici du coup. Donc voilà, faire un petit peu attention à ce genre de choses. Et la dernière chose, encore une fois, c'est que ce sont des outils. De la même façon, alors j'allais utiliser peut-être un mauvais exemple parce que j'allais parler de la calculette, mais la calculette, elle se trompe rarement. Mais comme n'importe quel outil, ça n'empêche pas d'avoir son regard, son propre regard. Toujours faire sa propre critique. On le verra un petit peu dans ce que je vais développer par la suite. Le plus gros du travail, il est fait par vous. Et l'IA est là pour vous aider, pour vous assister, mais bien évidemment que, quelle que soit la qualité de ce que vous allez obtenir de l'outil IA, la relecture va être super importante pour vous assurer que l'IA n'a pas inventé des choses, parce que malheureusement ça existe encore, que l'IA n'a pas déformé vos propos par une mauvaise compréhension de votre expression ou du contexte, et que surtout, ça puisse être des choses que vous aurez écrites. Peut-être pas au sens sémantique du terme, mais en tout cas dans les intentions, dans un petit peu revenir sur cette, comment dire, aspect de cette idée de personnalité. Voilà. On a effectivement des commentaires, voilà, dans le chat, qui expliquent, qu'il faut bien relire, qu'il faut triturer, et qu'il faut faire attention, voilà, au mode, IA, trop sympathique. Donc, a priori, certaines participantes ont déjà, voilà, se sont déjà heurtées, à ces écueils-là. Super. Je regarde s'il y a d'autres questions. Hop. Alors, sur comment proposer son CV et à quelle IA, ce qu'on va faire dans la partie pratique tout à l'heure, c'est de vous proposer des liens de différentes IA, répandues sur le marché, et puis, vous pourrez, voilà, vous connecter à celui que vous souhaitez tester, et soumettre, votre CV. Généralement, ça se soumet sous forme de document joint dans la conversation avec l'IA.
Hop, et bah, justement, je vois, il faut vraiment être très clair dans le prompt. On va enchaîner avec ce qui fait un bon prompt. Du coup, pourquoi c'est important d'avoir un alors, l'importance du prompt. Il y a 2 écoles de pensée et je sais que pour le coup, Jonathan et moi, on représente 2 façons différentes d'interagir avec l'IA, donc c'est chouette, on a des profils complémentaires. Hem, on peut très bien, commencer par une demande très simple auprès de l'IA et ensuite approfondir dans une forme de dialogue avec, pour aller un petit peu plus loin, pour, proposer des consignes supplémentaires, des précisions sur la forme, la longueur de ce qu'on veut, le vocabulaire et cetera. Ça, c'est une approche et il y a aucun souci avec ça et ça marche bien. Après, à titre personnel, moi, j'ai une préférence pour avoir le plus tôt possible un résultat le plus proche possible de ce que je recherche et du coup, c'est dans ce contexte-là qu'un prompt complet, un petit peu plus détaillé, va avoir un intérêt. Donc le prompt, c'est la demande qu'on soumet à l'IA. Si on souhaite que la première réponse de l'IA soit déjà, assez proche du résultat, idéal qu'on a en tête, il va falloir, essayer de couvrir, 3 aspects, en fait, dans ce qu'on demande à l'IA. D'abord, l'objectif recherché, donc ça, c'est énoncer clairement ce qu'on veut, et quel type de réponse on attend. Donc ça, généralement, c'est assez intuitif puisque quand on pose une question à l'IA, on va se concentrer sur l'objectif. Mais les éléments complémentaires à apporter, qui vont être importants pour avoir une bonne réponse, heu, assez tôt, c'est des éléments de contexte, heu et des attentes, supplémentaires, que ce soit sur la forme, les sources d'informations à utiliser et cetera. Les éléments de contexte, c'est important parce que c'est ce qui permet à l'IA de comprendre, qui on est, d'où on parle, à quel public va s'adresser le contenu qu'elle doit générer et cetera et elle va adapter du coup son contenu à ce contexte. Et c'est d'autant plus important que l'IA utilise du langage naturel et qu'en langage naturel, par exemple en français, un même mot peut vouloir dire des choses différentes. Donc, si en français je demande à une IA générative de me faire un exposé sur, ou de me sortir les 5 meilleurs modèles de baguettes sur le marché, si je donne pas plus de contexte, l'IA ne va pas savoir si je parle des baguettes pour s'alimenter, baguettes chinoises, des baguettes de magicien, des baguettes de chef d'orchestre, des baguettes de pain. Il y a plein, 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 plein de formes de baguettes, dans le langage français et elles s'écrivent toutes de la même façon. Donc le contexte, c'est entre autres important pour que l'IA comprenne exactement, quelle est, un petit peu la spécificité de notre demande et qu'est-ce qu'on a en tête. L'IA ne comprend pas l'implicite, elle ne comprend que ce qui est explicitement mis dans la demande. Et puis les attentes, ça va me permettre de préciser, bah, voilà, si je veux que le contenu généré soit, en français, si c'est du langage soutenu ou, plus familier, si, j'ai des sources de documents à lui proposer, des liens à utiliser, typiquement un CV à télécharger dans la conversation, bah, c'est comme ça aussi que je peux le faire. Lui, proposer des modèles de réponse aussi, enfin voilà, toutes ces attentes supplémentaires-là, ça va faire partie du prompt. Hem, si on se penche un petit peu sur un exemple, de la vie réelle, voilà, si je me mets sur ChatGPT ou Copilot ou Gemini et que je lui demande de me donner une recette, heu, typiquement, qu'est-ce qui va manquer là, par rapport à cette demande? Vous pouvez, mettre dans le chat si vous le souhaitez. Alors c'est trop vague. Recette de quoi? Effectivement, le type de recette, sucré, salé, les ingrédients, exactement. Voilà, il manque des choses. On ne sait pas si c'est une recette d'entrée, de plat ou de dessert. On ne sait pas si c'est, voilà, pour quelle occasion, pour combien de personnes, avec, quels ingrédients. Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'on disait que les deux méthodes s'acceptent. Aujourd'hui, la plupart des modèles d'IA vont d'eux-mêmes vous poser plus de questions pour être sûr de comprendre votre demande et pour du coup mieux la traiter. Mais c'est vrai que, voilà, si on se base sur, ce que c'est qu'un prompt de qualité, au lieu de demander: «Donne-moi une recette», on aurait pu lui dire: «Ben, je dois cuisiner, un repas, entrée, plat, dessert ou, un plat salé pour, tant de personnes, voilà ce que j'ai dans mon frigo» et puis on peut préciser aussi en termes d'attente ou de contexte,
est-ce que je suis un cuisinier, une cuisinière chevronné ou est-ce que, mon niveau, consiste plutôt à réchauffer au micro-ondes et à faire bouillir de l'eau pour les pâtes? Voilà, parce que ça elle peut nous proposer des recettes différentes en fonction aussi de notre niveau d'aisance avec la cuisine. On peut lui proposer des allergies, on peut lui indiquer ce qui nous reste comme ingrédients en stock et cetera, ou même un budget, ça peut aussi, faire partie des critères. Donc voilà, vous avez bien compris, par rapport à «donne-moi une recette» qui serait le niveau le plus basique de prompt qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut rajouter pour avoir d'emblée, une réponse un peu plus, qui corresponde un peu mieux à ce qu'on avait en tête. Mais même quand on a un très bon prompt de départ, faut pas avoir peur d'itérer, c'est-à-dire de répéter, d'aller plus loin, de pousser l'IA un petit peu plus dans ses retranchements et pour en obtenir finalement le meilleur, pour obtenir le meilleur résultat possible. Donc voilà un petit peu comme illustration, heu, de ce que c'est que le prompting. Donc maintenant on a vu ensemble ce qui faisait, un bon message, heu, on va pouvoir passer à comment on utilise ces compétences générales de dialogue avec l'IA générative dans le contexte du recrutement. Du coup, à nouveau, à toi la parole Jonathan. Merci. Alors ça va pouvoir aussi me permettre de répondre, j'ai eu, je crois, quelques questions ou commentaires au niveau des ATS. Alors je sais que c'est un petit peu le sujet à la mode en ce moment dans le domaine du recrutement côté candidat. Même dans mon entourage, j'en entends beaucoup parler. On me pose beaucoup de questions sur c'est quoi un ATS, comment ça fonctionne, est-ce que l'IA recrute à votre place, est-ce que mon CV va être scanné par une machine, etc., etc. Alors à mes amis, quand ils me disent ça, je leur propose de boire un verre d'eau, de respirer et de se calmer un petit peu. Il y a plusieurs façons de répondre à ça et je vais essayer de prendre la question un petit peu sur différents prismes. Alors déjà, à la base, un ATS, donc en anglais Applicant Tracking System, donc c'est une solution de gestion des candidatures, on va dire. Donc c'est utilisé pour centraliser toutes les candidatures, qu'elles viennent de l'externe, de l'interne, des cooptations, ce genre de choses, et donc c'est une sorte de base de données. Alors, c'est une base de données améliorée puisqu'il y a des fonctionnalités dessus et ça va nous permettre de suivre les candidatures, celles qui viennent d'arriver, celles qui sont déjà en entretien, celles sur lesquelles on va faire des offres. Ça va nous permettre d'améliorer la communication avec un certain niveau d'automatisation. Une candidature qui arrive, je lis le CV, j'aime bien le CV, j'appuie sur un bouton, ça vous envoie un email. Bonjour madame, je vous propose un entretien, etc. etc. Et ça permet aussi derrière aux responsables, donc nous recruteurs, les responsables, les managers qui vont embaucher et les personnes qui dirigent, on va dire, les services RH et de recrutement, d'avoir une vision globale du recrutement, où est-ce qu'on sur l'avancée des recrutements, pardon, où est-ce qu'on en est sur tel poste, où est-ce qu'on va recruter facilement, quels sont les postes problématiques, voilà, ce genre de choses. Donc, à la question, est-ce que ces outils maintenant font-ils le recrutement? Alors c'est sûr que maintenant avec l'IA, on peut penser que des CV arrivent, comme je le disais, par soit un système de mots-clés ou soit de l'analyse de texte ou autre, on puisse déjà se dire, ah voilà, ce candidat a tant d'années d'expérience, il a travaillé dans telle et telle société, 1 plus 1 égale 2, donc c'est un bon candidat, allez hop, en entretien. J'aimerais bien que les choses soient aussi simples que ça parfois. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Il y a aujourd'hui des systèmes qui permettent de le faire, donc qui vont vraiment analyser les CV et prendre des décisions de façon autonome sur des candidatures. Mais qu'on se rassure ou qu'on s'inquiète, je ne sais pas, en fonction de votre opinion sur les recruteurs, c'est encore très, très marginal, dans le sens où c'est déjà techniquement très dur à faire, on en est aux prémices. De deux, le nerf de la guerre, ça coûte extrêmement cher. Et j'ajouterais même un petit 3, puisqu'on est entre nous, en général, les RH ne sont pas ceux qui ont les meilleurs outils dans une entreprise. Donc oui, ça existe. Il y a des cas comme des entreprises, alors c'est souvent des entreprises américaines, Coca-Cola, Amazon, qui ont McDonald's. Donc des entreprises qui recrutent vraiment à très grande échelle, qui reçoivent en fait tellement de candidatures que c'est vraiment extrêmement chronophage en temps humain et on est sur souvent des emplois qui ne sont pas toujours très qualifiés, où on peut se permettre en fait par un système de filtre en fait d'effectivement automatiser cela. Donc vous avez, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, 3000 candidatures qui arrivent par jour.
D1, D0, D1, D0, ça prend des décisions, ça va en retenir 30, et après, il y a peut-être une intervention humaine pour s'occuper de la suite. Mais on parle de cas infimes. N'oubliez pas que la grande majorité des entreprises sur lesquelles vous allez postuler sont peut-être des PME qui ont pignon sur rue, qui n'ont absolument pas les moyens d'investir dans ce genre de système et qui n'en ont pas besoin. Parce qu'on ne va pas devoir traiter en fait un niveau de candidature élevé. Alors, les entreprises du CAC 40 françaises, par exemple, ont beaucoup également de candidatures à gérer. Mais moi, j'ai oublié de dire quelque chose aussi en préambule, c'est que tout ce que je dis aujourd'hui, c'est mon opinion à moi. Ce ne sont pas des faits avérés. Il n'y a pas une Bible du recrutement qui donne toutes les règles. C'est moi, mes opinions que je me suis forgé à travers ces 15 dernières années dans le recrutement. Vous posez les mêmes questions à un autre recruteur, vous allez avoir d'autres réponses. Ce n'est pas une supposition, c'est un fait. Je ne suis pas d'accord. Entre mes collègues recruteurs, on est rarement d'accord sur les mêmes sujets. Voilà, donc vous pouvez prendre une pincée de sel par rapport à ce que je vais dire. Ça, vous avez le droit. En tout cas, moi, je suis un fervent défenseur de l'idée que dans les sociétés qui ont ce genre de système, il n'y en a pas énormément. Qu'il y a encore énormément de sociétés qui vont encore utiliser des outils très très vieux pour gérer des candidatures, quand ce n'est pas juste des fichiers Excel ou autres. Je l'ai déjà vu dans ma carrière, ça. Nous-mêmes, chez Sage, on a un outil qui est, alors par politesse par rapport à mon employeur, je resterai poli, mais qui n'est pas du tout à la hauteur, on va dire, des attentes d'un recruteur en 2026. Et vous postulez chez Sage demain, je récupère votre CV, je le lis et je prends une décision. Il n'y aura pas de mots-clés, il n'y aura pas de filtre, il n'y aura pas d'IA. Et par rapport à ça, d'ailleurs, j'ai effectivement parlé de l'IA qui a analysé ce genre de choses. Ce qu'on va surtout retrouver dans ces outils-là, ce sont plutôt des filtres ou des systèmes de scoring. Et là, déjà, je parle des systèmes qui sont plutôt récents, où vous pouvez avoir, moi, en tant que recruteur, ça voudrait dire que j'ouvre mon ATS, je vois 25 candidatures pour un poste de commercial, avec effectivement des notations. Donc voilà, peut-être que le candidat A est noté 5 sur 5, parce qu'il présente des critères que j'ai décidés en amont. Peut-être qu'une autre va avoir 2 sur 5 parce qu'elle va manquer la moitié, il ou elle va manquer la moitié des critères ou ce genre de choses. Mais il y a 2 choses importantes à noter là-dessus, c'est que d'une, les critères, c'est moi qui les aurais décidés, première chose, et de 2, c'est un système de scoring, donc il n'y a pas de décision. Donc, quand vous entendez, si jamais vous entendez des gens autour de vous vous dire j'ai fait mon CV, mais je ne l'avais pas optimisé pour les ATS, du coup, je me suis fait rejeter, ma candidature s'est fait rejeter automatiquement. Je pense que c'est quand même. Ça m'étonnerait que ce soit automatique. Il peut aussi y avoir, ça je l'ai vu, un système de filtre sur des questions qu'on vous pose. Et ça, moi, je l'ai déjà fait chez mon précédent employeur, où j'avais besoin de quelqu'un qui parlait anglais. C'était une compétence indispensable pour le poste. Donc, j'avais mis une question, parlez-vous anglais, oui, non. Ou enfin, avez-vous une maîtrise professionnelle de l'anglais, oui, non. Les personnes qui répondaient non recevaient effectivement systématiquement un email de refus. Encore une fois, c'est donc pas la machine qui a, de son propre fait, décidé du sort d'une candidature, c'est une candidature de la propre information du candidat qui ne respectait pas les critères reçus, enfin, les critères décidés. Donc, vous pouvez un petit peu vous rassurer sur l'ATS en mode Minority Report qui va être autonome et décider de ce qu'il veut. Il y a bel et bien un humain qui est derrière. Au mieux, qui va avoir un ordre un petit peu de lecture, un classement des candidatures par son outil, mais ça ira rarement plus loin que ça, à mon sens. Après, ça ne veut pas dire que on ne peut pas optimiser son CV par la lecture des ATS. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas pour la lecture des ATS en soi, on le fait même pour soi-même. Parce que souvent, en fait, les conseils qu'on va donner pour optimiser son CV par rapport à ces systèmes, ça fait beaucoup des conseils liés à la clarté en fait, de ce qu'on met dans son CV. Et ça, de toute façon, ce sont des bons conseils qu'on va donner sur la rédaction d'un CV. Des rubriques standardisées. Alors, on parle des fois d'éviter les tableaux, les graphiques, de mettre des intitulés de poste explicites, de reprendre des termes exacts, ce genre de choses. Donc, oui,
parce que ça peut servir, mais je dirais toujours, et j'espère que je vais me faire comprendre dans ce que j'essaye de dire, c'est faites-le pour le bien de votre CV et sans trop vous inquiéter de comment va être reçu, enfin, quel est le système qui va recevoir le CV et l'interprétation qui va en faire. Donc, on peut effectivement travailler sur la clarté de son CV, sachant que moi, quand je reçois un CV, je prends souvent une décision dans les secondes qui viennent. Alors, si vous lisez les témoignages, on va parler d'une décision qui est prise entre 10 et 45 secondes. Je ne sais pas quel est mon temps, je ne sais pas dans combien de temps je prends une décision, mais effectivement, je pense qu'on est en dessous d'une minute. Pourquoi? C'est parce que d'une, j'ai l'habitude. Je recrute sur les mêmes postes maintenant depuis des années, donc je sais ce que je recherche. Je passe beaucoup de temps à discuter aux équipes, aux managers, donc encore une fois, je sais exactement ce que je veux, mais ce ne sera peut-être pas le cas de tous les recruteurs. Si demain vous me mettez à rechercher un comptable, je vais passer beaucoup plus de temps à le lire, parce que je connais beaucoup moins ce genre de choses. Mais en général, on va dire dans la routine, on passe effectivement très peu de temps. Donc on peut voir effectivement que la clarté, aller à l'essentiel, ça va être très important. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en avant vraiment les informations primordiales dès le début. Et là, je sais que je sors un petit peu de la trame, le CV, l'IA, mais je pense que ça sert quand même parce que c'est ce qui va vraiment marquer le recruteur avant même de lire le gros du contenu de votre CV. Moi, je pars du principe d'aller tout le temps à l'essentiel. J'ai eu une question tout à l'heure, est-ce qu'il faut mettre notre adresse sur un CV? Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir que vous habitiez au 25 rue du Cherche-Midi à Gif-sur-Yvette? Pas vraiment. Que je sache que vous habitez en 91, oui, ça c'est déjà un petit peu mieux. Donc voilà, ne pas s'embêter à mettre des choses comme ça, se focaliser sur le nom, le prénom, alors la région, la ville, peut-être un lien vers le profil LinkedIn, un résumé de carrière, si vous souhaitez en mettre un. Là, typiquement, on pourra utiliser l'IA pour le travailler. Peut-être une indication sur vos aspirations professionnelles, donner un petit peu de contexte au recruteur, parce qu'encore une fois, je n'ai pas beaucoup de temps, mais si c'est intéressant, je vais le lire. Si j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de clarification, ça sera vraiment une rubrique qui sera la bienvenue. Je vais parler un petit peu de la photo. Alors encore une fois, c'est mon avis. Je pense que peut-être que Gaël n'est pas d'accord avec moi, et moi-même, je ne fais pas ce que je conseille. Pour moi, si c'est possible, évitez la photo. Ou alors, sauf si vous avez des photos professionnelles, prises par un photographe, et pas dans un mariage, mais une photo professionnelle, en tenue professionnelle, en position et en posture professionnelle. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de photos que je vois qui sont mal cadrées, qui sont prises à un mariage avec le copain par-dessus l'épaule, mais on ne voit pas le copain, ce qui fait mais on le voit quand même un petit peu. Il n'y a rien qui ne crie plus « je n'ai pas pris le temps de faire mon CV » qu'une mauvaise photo. Donc, si vous n'en avez pas, n'en mettez pas. Je n'ai pas fondamentalement besoin de savoir à quoi vous ressemblez pour vous inviter à un entretien. Et vous savez quoi, je vais vous avoir un entretien, je vais voir à quoi vous ressemblez de toute façon. Donc, quand bien même il pourrait y avoir des problèmes avec des apparences, et bien évidemment, il ne devrait pas y en avoir, c'est quelque chose auquel on ne pourra pas échapper. Donc, ne pas mettre de photos, vous allez avoir des recruteurs qui vous disent « si, pour moi, je veux une photo, je veux savoir, etc. etc. » Voilà. Chacun a ses opinions. Moi, je pense que pas de photo, c'est mieux qu'une mauvaise photo. Et si vous mettez une photo, mettez une photo professionnelle. Parce que n'oublions pas, et malheureusement, en tant qu'homme, ça me fait mal de le dire parce que c'est souvent de notre faute, mais les biais cognitifs, il y en a beaucoup, et il peut y en avoir probablement plus envers les femmes. Donc, je pense que j'inviterai tout le monde à réfléchir là-dessus. Mais que ce soit homme ou femme, mettre une photo de soi, il peut y avoir plein de biais qui vont avec. Si on peut éviter de les mettre, si on peut choisir ses batailles et éviter de potentiellement perdre des points là-dessus, moi je le ferai. Mais ceci étant dit, je mets moi-même une photo sur mon CV. C'est une photo professionnelle qui a été prise par un photographe, mais je crois que c'est celle que j'ai sur mon profil LinkedIn. Mais voilà, globalement, j'estime que ça reste
une photo à peu près correcte de moi, et des photos pas correctes de moi, j'en ai plein, ou des photos que je n'aime pas, j'en ai plein. Donc celle-là, je l'estime pas trop mal, et je la mets, mais dans le doute, je pense que je ne la mettrai pas. Voilà. Donc, on a parlé effectivement du besoin d'être synthétique, parce que, en gros, je vais prendre 45. J'ai grossi le trait, bien sûr, mais je vais prendre 45 secondes pour lire votre CV, donc il vaut mieux aller à l'essentiel. Euh, on ne vous force pas de mettre vos 10, 15, 20 ans d'expérience si vous avez tout ça concentré, condensé sur une page. On a le droit d'avoir des CV qui font plus d'une page, donc n'hésitez pas. La règle d'or, par contre, c'est que si vous mettez plus d'une page, assurez-vous que la page numéro 1 soit intéressante. Sinon, il y a peu de chances que j'aille à la deuxième. Mais ça aussi, c'est un petit peu le but de ce qu'on est en train de dire. Quelle question j'ai souvent j'ai fait une période d'essai dans une boîte, ça n'a pas marché pour telle et telle raison. J'y suis resté 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Est-ce que je dois la mettre sur mon CV? Moi, je dirais que non. 2 mois, 3 mois, pour moi, c'est pas ce qui va faire une différence sur un CV. Surtout si, encore une fois, si vous avez 6 mois d'expérience et que vous avez une période d'essai de 3 mois qui n'a pas marché pour n'importe quelle raison, mettez-la. Mais si vous avez 5, 10, 15 ans, 20 ans, vous pouvez bien le mettre tant que ça ne change pas votre histoire professionnelle, entre guillemets. Et puis bien sûr, donc comme je le disais, effectivement, tout ce qui va être le contenu de vos expériences, la petite phrase d'accroche ou le résumé, ce genre de choses, c'est typiquement des choses que vous allez travailler avec des outils d'IA. L'adaptation au poste visé. Alors, l'idée, c'est de faire le lien entre le poste que vous souhaitez, le poste auquel vous postulez, et votre expérience. Ceci étant dit, il y a des cas dans lesquels vous n'allez pas forcément avoir besoin de grossir le trait. Si vous êtes, je ne sais pas, commercial dans l'automobile, que vous avez travaillé 10 ans chez Renault à vendre des Clio et que vous postulez chez Peugeot pour vendre des 207, je ne pense pas que vous ayez un énorme besoin de justifier que votre candidature est adaptée. Parce qu'en fait, c'est tellement proche qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses là-dessus. Mais parfois, effectivement, il est possible que ce soit un peu moins flagrant, qu'on postule dans une industrie différente, à des postes un petit peu différents, ce genre de choses. L'idée derrière, et là aussi l'IA peut vous servir, c'est d'analyser un petit peu ce qui est demandé. Vous, ce que vous avez fait, ce qui est demandé dans ce poste, et voir est-ce que c'est globalement la même chose. Est-ce que, par exemple, je postule je suis désolé, je vais prendre beaucoup d'exemples dans le commerce parce que c'est ce que j'ai en tête depuis un petit moment maintenant, mais si moi, dans ma fonction, je suis ingénieur commercial, que demain, je postule à un poste d'account manager, est-ce que c'est deux jobs différents ou est-ce que c'est deux terminologies différentes? Peut-être que oui, mais peut-être qu'en analysant un petit peu ce que vous avez fait et les tâches dans le poste, vous allez vous apercevoir que c'est globalement la même chose. Bon, du coup, est-ce que mon poste d'ingénieur commercial que j'occupe actuellement et que je veux quitter, je ne l'appellerai pas account manager, par exemple, vu que c'est à peu près la même chose. Encore une fois, c'est un petit peu des questions que je pose, c'est pas forcément des consignes, mais les titres de poste ont aussi, c'est un titre qu'on vous donne dans l'entreprise, l'important c'est la fonction. Et peut-être que changer le titre d'une expérience, ça peut se faire. Alors encore une fois, je ne vous dis pas de dire que vous étiez le PDG d'une société si vous ne l'étiez pas, ou responsable si vous ne l'étiez pas, mais on peut, et encore une fois, c'est là aussi, vous pouvez demander par exemple à l'IA d'essayer de vous trouver peut-être des titres, des appellations qui vont renforcer la proximité entre les missions que vous avez faites, le poste que vous avez occupé ou que vous occupez, et celui que vous visez. Voilà. Et la dernière chose, c'est l'utilisation de l'IA donc pour clarifier. Donc l'IA, c'est pas un juge, c'est pas un recruteur, c'est pas magique non plus, mais c'est un assistant de reformulation et de clarification. Donc ils vont pas, encore une fois, ils vont pas faire le CV à votre place, mais par contre, si vous lui dites je postule à tel poste qui demande compétence A, compétence B, compétence C, voici ce que j'ai fait
dans mes expériences actuelles, y a-t-il une différence? Y a-t-il un gap? Y a-t-il un écart entre les deux? L'IA pourra vous dire oui, il y a un écart entre telle compétence, par exemple, n'est pas couverte. Et à partir de là, c'est à vous de voir, est-ce que et à vous de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pas fait ou c'est quelque chose que j'ai pas exprimé dans ce que j'ai donné à l'IA? Et alors je crois que je l'ai peut-être précisé un petit peu plus tard, mais quelque chose qui est très important, je reviens un petit peu à ça, la notion de vous faites le travail, c'est que faire son CV, c'est vraiment une grosse introspection dans ce qu'on a fait dans sa carrière. Et je pense qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez fait 90% du boulot. Et c'est le plus difficile. Se rappeler de tout ce qu'on a fait dans sa carrière, pas seulement ce qu'on a fait, mais des projets auxquels on a participé, des initiatives qu'on a lancées, les résultats qu'on a obtenus. D'ailleurs, si vous pouvez, quand vous êtes en poste, vous notez tout ça quand vous avez 5 minutes, et on a rarement 5 minutes, mais quelque part pour pouvoir l'utiliser le jour où vous allez refaire votre CV. Moi, c'est une habitude que je suis en train de prendre également, parce que je me rends compte à chaque fois que quand je refais mon CV, mais j'ai fait quoi en fait en 2022? Il y avait un projet là, c'était quoi? Et on s'en rappelle plus, parce que forcément, depuis, on a fait 50 000 autres choses dans sa vie perso et pro. Donc ça peut être une bonne habitude à prendre, mais pour moi, avant même d'aller dans l'IA, le travail introspectif, réécrire même toutes les missions, enfin, toute bonne partie des missions qu'on a faites et les décrire, c'est là où l'IA va vraiment savoir bonifier un petit peu ce que vous avez lui donné, parce qu'il pourra faire le lien effectivement entre ce que vous avez fait et ce que vous allez rechercher, et va vous aider à le mettre en forme. J'ai beaucoup parlé, je pense qu'il y a peut-être des réactions ou des questions. Oui, il y a pas mal de questions dans le chat, notamment autour des fameux trous dans le CV, c'est-à-dire des périodes plus ou moins longues, où on n'a pas forcément d'expérience professionnelle à mettre en avant ou, pour des raisons parfois familiales ou de santé ou Mm. autres. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des questions là-dessus. C'est vrai que c'est toujours, complexe Alors, à gérer quand on est candidat. ouais, ouais. Et je veux absolument pas me donner le bon rôle, parce que je suis loin d'être parfait et d'être parfait dans mon travail, mais moi, je pars du principe que les gens sont humains. Si je suis papa d'un petit garçon, ce petit garçon, des fois, il est malade. Des fois, on peut pas aller travailler pour ça. Alors là, je parle des trucs du quotidien, mais je sais aussi que des soucis de santé, ça peut arriver. Passer par des licenciements, des recherches d'emploi galères, ce genre de choses, ça peut arriver. Je pense que s'il y a un recruteur qui ne comprend pas ça, il y a un vrai problème, et peut-être que, même si c'est difficile à se dire à l'instant T, peut-être qu'on fait mieux de ne pas aller travailler chez eux. Bon, ça, c'est la théorie, et c'est le côté, malheureusement, un petit peu enjolivé de la chose. Moi, je suis un gros défenseur de la transparence. Donc, si y a un trou de 6 mois dans son Mmh. CV parce qu'on a été malade, on a été malade. Et je trouve qu'on n'a pas à s'excuser d'avoir eu un souci de santé, aussi grave ou bénin qu'il puisse être, quel qu'il soit. Alors, forcément, aujourd'hui, on dit j'ai eu un cancer. Alors déjà, vous n'êtes pas obligé de le dire, hein, dans les entretiens d'embauche, petit rappel de la loi. Mais si jamais vous souhaitez vous ouvrir sur ce sujet et être transparent, mais je n'ai pas vraiment de réponse, c'est une question délicate. Parce que oui, on pourrait être transparent, mais mon côté un petit peu sarcastique me dit que peut-être que si on dit qu'on a eu un cancer ou qu'on a fait un burn-out, peut-être que l'un n'est pas vu aussi bien que l'autre, entre guillemets. Et ça, mais c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Donc Mmh. moi, je dirais, si vous avez eu un souci de santé, vous dites que vous avez eu un souci de santé et vous n'allez pas plus loin, et personne n'a le droit de vous demander ce que c'était derrière. Si c'était un souci familial, vous dites que c'était un souci familial, et le reste, ça ne le regarde pas. On est dans un monde un peu cruel, et peut-être qu'on va se fermer des portes en ayant cette attitude-là. Mais je pense vraiment que si vous avez un recruteur en face de vous qui regarde votre CV, qui vous demande pourquoi il y a eu 6 mois de trous et qui n'arrive pas à comprendre pourquoi,
Bah, c'est difficile des fois de dire non à une piste professionnelle, parce qu'il y a plein de choses derrière, mais peut-être que c'est déjà une indication, en Mmh. soi. Oui, de même qu'il y a des questions, qui sont illégales à poser et que si on vous les pose en entretien, ça vous donne déjà une Exactement, idée de la façon dont, par exemple, la parentalité sera abordée dans l'entreprise. exactement. Et Heu, et pour voilà. remettre ça dans le Mmh, cadre du CV, parce que je pense que c'est aussi le but de l'atelier, comment formaliser ça? Alors écoutez, j'ai l'impression que le message quand même passe, hein, parce que, là, avant où les personnes ne l'auraient pas dit, j'ai souvent des CV, 6 mois, où les personnes me disent qu'ils sont partis, découvrir le monde, faire un voyage. Maintenant, c'est présenter ça de façon, un petit peu enjolivée, type je suis allé je sais pas, découvrir d'autres cultures, ce genre de choses. Alors après, pourquoi pas, hein? Bon, nous, les recruteurs, on sait que grosso modo, tu es parti en vacances 6 mois et c'est très bien pour toi. Mais voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de choses sont de plus en plus assumées. Donc effectivement, si pendant 6 mois, vous n'avez pas pu travailler parce qu'il y a eu un souci de santé ou autre, bah, faut pas hésiter à le mettre. On n'a pas besoin de donner plus d'informations. Si c'était, j'ai simplement pas réussi à retrouver un job, j'étais en recherche d'emploi, bah, donc, bah, moi je trouve qu'il n'y a pas de honte non plus, à cela. On connaît le taux de chômage dans nos sociétés, on sait que ça arrive à tout le monde, que c'est pas, que même les meilleurs, enfin les meilleures personnes que j'ai peut-être côtoyées, bah, ça leur arrivait aussi. Donc c'est difficile de se débarrasser un petit peu du stigma qu'il peut y avoir derrière, mais moi je jouerai la transparence. Après, si vraiment vous ne souhaitez pas forcément mettre ça sur un CV, il y a des personnes qui ont honte aussi de le mettre ou qui ne veulent pas l'assumer ou ce genre de choses et ça se comprend. Alors je ne vais pas dire d'inventer, mais si vous avez repris, je ne sais pas, pendant 8 mois la boulangerie de votre beau-frère, et que vous l'avez aidé un petit peu dans ses affaires ou ce genre de choses, bah, j'irai pas vérifier. mmh. Donc Ou encore des une fois, parcours de formation, hein. Je voyais que c'était dans le chat la aussi, si partie de vous avez suivi des formation, formations pendant ce temps-là, c'est tout à oui, fait, alors oui, idéalement, on va vous demander d'avoir mis en d'avoir, comment dire? Utilisé ce temps-là pour vous parfaire professionnellement. Donc des ateliers, des formations, des diplômes, des projets un petit peu connexes, voilà, le fameux beau-frère qui a sa boulangerie, qu'on a aidé pendant quelques mois. Faire en sorte montrer qu'on a été proactif, que ça a été du temps utile, ce genre de choses. Alors si mais bon, il y a des fois, la vérité, c'est juste que, bah, on a cherché du boulot, qu'on n'en trouvait pas et qu'on n'a pas eu forcément l'occasion de faire mieux que ça. Donc essayez de réfléchir peut-être à ce que vous pourriez mettre en avant, parce qu'après ce temps, j'imagine que si vous avez malheureusement des périodes comme ça dans votre vie professionnelle, vous êtes sûrement pas resté chez vous à rien faire non plus. Donc essayez de réfléchir à ce qui a été fait et encore une fois, hein, les entreprises le font tout le temps, donc on ne pourra pas reprocher aux candidats de le faire. Si vous avez une formation de 2 jours sur un point, précis ou d'une semaine sur un point précis, est-ce que c'est pas, finalement une formation peut-être un petit peu plus longue ou sur lequel on peut étayer un petit peu plus? Je suis pas en train de dire de mentir, hein, sur son CV, mais de tourner les choses peut-être de façon un petit peu plus positive, mmh. si possible. C'est ça et de même que le fait d'avoir un parcours, un peu en zigzag, n'est pas forcément rédhibitoire et à titre personnel, j'ai été embauchée chez Sage sans jamais avoir travaillé dans les domaines d'édition du logiciel et c'est mon 5e, poste différent, depuis que j'ai commencé ma carrière donc j'ai pas arrêté en fait de changer, je vais pas dire de me reconvertir, mais vraiment d'évoluer beaucoup, heu et on parlait j'ai dit il y a plus tôt dans le chat un message à propos du fait qu'on ne coche pas forcément toutes les cases. On n'est pas obligé et je pense qu'en tant que femme, c'est important de se le dire, de cocher 70, 80 ou 90 des cases d'une annonce pour y postuler dès lors qu'on pense qu'on a les fondamentaux. Typiquement, quand j'ai postulé chez Sage, il n'était pas attendu dans l'offre d'avoir, une connaissance particulière du milieu de l'édition logicielle ou une connaissance des produits Sage ou autres. C'était d'autres compétences qui étaient recherchées. Il se trouve que, ces compétences-là, je les avais directement ou indirectement par le biais de mon parcours précédent. J'avais pas forcément un poste qui collait pile poil à ce qui était demandé. En revanche, j'avais des compétences acquises à droite à gauche qui, mises ensemble, avaient un sens par rapport à ce pourquoi j'allais postuler et donc je cochais peut-être 50 ou 60 de la liste
et ça valait le coup de postuler puisque, bah, je suis ici aujourd'hui. Donc voilà, il faut je sais que statistiquement, on dit que les hommes ont tendance à postuler quand ils cochent 50 des cases et que les femmes attendent d'en cocher 70. C'est pas toujours le bon calcul, faut pas toujours se mettre ces barrières-là si on pense qu'on coche les fondamentaux. Absolument. Alors du coup, on est à un petit peu plus de 20 minutes de la fin. Il y a encore beaucoup de questions dans le chat, mais je vous propose qu'on passe à la partie pratique, un petit peu, avec l'IA, qu'on puisse répondre à vos questions. Voilà, si vous avez, des questions sur, comment j'utilise l'IA générative, pour améliorer tel point de mon CV, et on pourra reboucler sur les questions-réponses restantes à la fin, comme ça nous permet quand même de garder la partie mise en pratique. Si ça convient à tout le monde, je vois plein de pouces, donc c'est qu'a priori ça va. Donc pour la partie pratique, ce qu'on va vous proposer, c'est, donc il y a dans, la page une partie lien. Vous avez dans la petite icône apps en bas à droite, une partie lien où, vous allez voir les liens de 4 ou 5 ou même 6 modèles, d'IA dont on a parlé au début. Donc vous allez pouvoir piocher, si vous n'en avez jamais utilisé, vous allez pouvoir piocher là-dedans, le modèle, voilà, que vous souhaitez tester. Et l'idée, si vous êtes bien muni de votre CV et ou d'une annonce qui vous intéresse, c'est de formuler derrière une demande à l'IA pour vous aider, soit à améliorer votre CV. Donc n'hésitez pas à dire à l'IA de vous challenger, hein, d'avoir un regard critique et cetera, parce que sinon elle risque de vous faire des compliments. Ou carrément de proposer à l'IA de vous donner des conseils sur comment adapter votre CV à telle annonce en particulier qui vous intéresse. Hem Et voilà, encore une fois, on réitère ce qu'on disait au début, le premier résultat va peut-être vous paraître, un peu en deçà de vos attentes. N'hésitez pas à avoir une relecture critique et à pousser un peu l'IA dans ses retranchements, à lui demander des choses supplémentaires pour qu'on aille d'une version passable à une version un peu meilleure et puis à la meilleure version imaginable. Donc l'idée, ce sera de vous laisser expérimenter et puis au fur et à mesure, si vous avez des questions, ou si vous rencontrez des problématiques, de nous les poster dans le chat. Voilà, dans l'onglet liens, donc vous avez app puis lien. Et l'idée, ce serait qu'on se donne, 10-15 minutes pour faire cette partie-là et puis après on passera à la conclusion aux dernières questions. Alors je vois qu'il y a des questions. Ah, il faut qu'on coupe nos micros, Jonathan, parce qu'on entend le clavier sinon. Pardon. Je vais taper, dans le chat. Alors pour ceux qui ne savent pas où aller, dans la partie en bas à droite de la fenêtre de webinaire, vous allez avoir une icône. Vous avez apps, sondages et questions. Dans app, si vous cliquez sur les 3 petits points, vous devriez avoir une partie liens qui s'affiche et dans ces liens, vous allez retrouver les liens de soit Gemini, soit ChatGPT, soit Mistral et cetera. Le chat, donc vous en choisissez un.
et ça vous permet d'avoir une fenêtre, dans laquelle vous allez poser votre question à l'IA, éventuellement joindre un CV si vous voulez l'avis sur un CV. Du coup, voilà, pour, Isabelle et Anne-Marie qui posaient la question, est-ce que c'est plus clair en disant ça comme ça? OK. Il y a des petits pouces, super. Alors, comment partager son CV, avec, ChatGPT ou, alors en fonction des modèles, vous avez la possibilité normalement, soit de mettre le lien du document s'il est dans vos documents sur votre ordinateur, soit, il peut y avoir un petit plus qui vous permet de télécharger le document directement dans le chat. Après souvent, ce qu'il va y avoir sur le CV, on parlait des données confidentielles, alors vous pouvez enlever votre adresse et cetera, mais on va pas se le cacher, ce qu'il y a dans le CV généralement, c'est ce qu'il y a sur votre profil LinkedIn peu ou prou. Donc la confidentialité, elle est relative puisque votre profil LinkedIn, il est plus ou moins public. Hem, voilà, c'est télécharger un CV, c'est pas tout à fait comme de télécharger d'autres informations, On n'est pas obligé, pour répondre à la question qui vient d'être posée dans le chat, de créer un compte. Ça a un intérêt si on souhaite, voilà, pouvoir revenir, plus tard à une demande qu'on a faite par le passé, parce que ça veut dire qu'ils gardent notre historique. Mais si c'est juste une demande ponctuelle et qu'on fait une session et qu'après, on on copie par exemple les réponses, on les garde par devers nous sur un autre document, on n'est pas obligé de créer un compte juste pour ça. Claude demande de passer en premium, Perplexity demande de s'abonner. Oui, alors ça peut être un motif aussi pour choisir un modèle plutôt qu'un autre, c'est, les conditions de l'utilisation gratuite. Tous les modèles n'ont pas le même modèle économique là-dessus, donc vous pouvez en avoir qui sont plus contraignants que d'autres à utiliser. N'hésitez pas à changer si vous voyez que ça bloque. Alors j'ai vu voilà, une personne a dit idéalement se créer une bibliothèque de prompts. Ça peut être si vous êtes sur, des demandes un peu récurrentes. Bah, déjà, ça peut valoir le coup de se créer un compte pour pouvoir, ne pas être limité dans son nombre de prompts et puis, ça peut, valoir la peine pour pas retaper un prompt très détaillé à chaque fois d'avoir les bases sur, sur un document que vous pouvez réutiliser d'une fois sur l'autre. Hop. Et donc, vous n'êtes pas alors obligé de montrer le CV amélioré à la fin de la séance, mais l'idée c'est que voilà, si vous souhaitez partager les résultats ou des commentaires sur ce que vous avez vu comme résultat, n'hésitez pas. Florence disait: «Oui, je construis, un CV que je soumets à l'IA, je demande de changer ce que je veux changer». Oui, oui, c'est tout à fait possible, hein, de faire par étapes.
Hop. Donc n'hésitez pas à faire par étapes jusqu'à être satisfait, ouais. Alors ChatGPT fait la reconnaissance et le traitement d'images, donc là on a une personne qui a fait une copie d'écran du CV en PDF et l'a mis dans la discussion, ça peut marcher aussi comme ça, effectivement. Soumettre un CV remanié. Alors oui, un exemple de prompt, ça peut être, hem, je suis, voici mon CV, je souhaite postuler à telle annonce et vous mettez éventuellement le lien de l'annonce ou une capture d'écran de l'annonce. Ça dépend si le modèle que vous avez choisi prend les captures d'écran ou pas et lui demander de vous aider à modifier et optimiser votre CV pour, vraiment, qu'il soit ciblé par rapport à cette annonce-là, qu'il valorise les bons aspects par rapport à cette annonce-là. Vous pouvez compléter en demandant à l'IA de vous poser des questions complémentaires si, et surtout pas inventer des choses ou si, l'IA estime qu'il y a des endroits dans votre CV où il manque des informations, plutôt que de les inventer, vous pouvez proposer à l'IA de vous mettre des emplacements et des suggestions de, rajouter des chiffres, par exemple des résultats chiffrés. Si vous êtes sur, un poste, où l'impact chiffré, de vos expériences précédentes, va être un plus, bah, l'IA peut vous suggérer de le mettre à certains endroits ou suggérer des indicateurs que vous pouvez utiliser. Donc ça peut être un prompt de dire à l'IA, voilà: «Je voudrais postuler à telle annonce. Peux-tu me dire comment optimiser mon CV pour qu'il soit, le plus éligible possible et merci de n'utiliser que les informations que je t'ai fournies, de me poser des questions s'il t'en manque», et cetera. Alors, il y a quelqu'un qui propose un autre, modèle effectivement Euria sur le chat. Donc, oui, il y a pas de limite, enfin, l'essentiel c'est de tester et de voir ce qui fonctionne bien pour vous. Ce qui veut bien fonctionner aussi puisque a priori, certains modèles bloquent aujourd'hui. Ah, à chaque offre un CV différent. Alors Jonathan, qu'est-ce qu'on répond à cette question? Est-ce qu'il faut un CV différent pour chaque offre? Idéalement, oui. Maintenant, je suis désolé, j'ai jamais de oui ou non à donner, mais le recrutement, c'est plus un art qu'une science, je pense. Alors, oui, après, plus sérieusement, idéalement, oui, parce que ça montrera il y a une sorte un surplus de motivation derrière. La motivation, c'est dur à lire, c'est dur à lire sur un CV. Un CV, c'est pas fait pour montrer qu'on est motivé, c'est fait pour montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on a fait. Moi, ce que je vois souvent, c'est des personnes qui vont mettre l'intitulé du poste dans leur CV. Et des fois, l'intitulé du poste, il est extrêmement, comment dire, il est un petit peu niche, il est vraiment particulier. Il n'y a pas très longtemps, j'avais un poste qu'on avait appelé par le doux nom de Sales Engineer, expert de solutions comptables, quelque chose comme ça. Bon, j'ai des personnes qui l'ont mis en titre de leur CV. Et là, on se rend compte un petit peu des limites de la chose, c'est que c'est un intitulé tellement niche que je me doute que c'est pas vraiment le métier de la personne. Donc, ça peut donner une indication. J'ai personnalisé mon CV par rapport à ce poste-là. Donc, ça, très bien. Mais moi, en tant que recruteur, je me dis, j'attends du reste du CV une sorte de bah, montre-moi comment tu es le candidat ou la candidate pour ce poste-là. Si le reste du CV n'a rien à voir,
bah, du coup, on a l'air un petit peu bête, parce qu'on a juste copié-collé le titre du poste en disant ah, j'ai personnalisé mon CV, c'est bon, les ATS vont faire leur travail, et demain, je commence dans cette entreprise. Euh, donc, il faut vraiment que ce soit une démarche globale et réfléchie. Si effectivement, on se dit, bah, je vais faire un CV exactement pour ça, pourquoi pas? On peut effectivement soit mettre le titre exact du CV ou soit quelque chose qui vous correspond mais qui a du sens pour le poste. Mais après, je mettrai ce marqueur de personnalisation, moi je le remettrai quelque part. Donc effectivement, se rapprocher de l'annonce dans le descriptif de ces missions. Et puisque bah, nous, on est chez Sage aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas mettre une petite touche dessus sur le CV? Je ne sais pas, sur les compétences, enfin, à quoi je pourrais penser, les compétences, par exemple. Alors, on ne va pas vous demander d'aller utiliser des solutions Sage juste pour le poste, mais essayer de trouver un moyen un petit peu fin de montrer qu'on a de l'intérêt par rapport à ça. Est-ce que ça peut pas être montrer qu'on a fait une formation sur les logiciels comptables, par exemple? Voilà, je dis ça un petit peu de tête, hein, mais idéalement, voilà, pour répondre à la question, si on veut personnaliser, essayez vraiment de le faire sur l'ensemble du CV. Pas juste se limiter, entre guillemets, à mettre un. Voilà. Des fois, j'ai des CV, j'ai des CV qui arrivent avec le logo de Sage dessus. Voilà, pour montrer. C'est un petit peu la façon que les candidats ont de montrer que voilà, il y a une personnalisation. J'ai mis votre logo sur mon CV. Ça démontre pas énormément de motivation. Enfin, moi, je trouve que ça démontre pas énormément de motivation si le reste du CV ne suit pas. Voilà, il y avait une question dans le chat sur est-ce qu'on peut voir dans le document qu'on génère la trace du fait que ça a été généré par l'IA? Donc j'y ai répondu dans le chat, mais l'idée c'est effectivement quand vous faites générer tout un document ou même quand vous copiez-collez un paragraphe de texte, faites bien attention et c'est toujours l'idée de la relecture dont on parlait plus tôt. Il faut vraiment impérativement relire, tout relire et se relire parce que, bah, ça peut arriver, je pense que ça nous est tous arrivé, tous et toutes, de copier-coller un paragraphe et d'avoir dedans, pris sans s'en rendre compte, bah, souvent l'IA vous pose des questions complémentaires après vous avoir proposé un résultat. Elle dit: «Est-ce que tu veux que maintenant je t'aide à faire ça?» Et si on fait un copier-coller trop rapide, bah, on va embarquer la question dans le copier-coller, donc si on ne se relit pas et qu'on ne l'enlève pas du texte, on va tout de suite voir que ça a été tiré d'une IA. Vous avez aussi des fois des documents complets quand ils sont générés qui ont en bas ou quelque part dans le document générés avec, tel ou tel modèle. Donc c'est de l'importance de la relecture et de la personnalisation et de l'ajustement des formulations qui va vous permettre de vérifier qu'il n'y a pas une petite mention qui s'est glissée, et qui va justement, révéler que vous avez travaillé avec l'IA. Après, il n'y a pas de honte à se faire accompagner par l'IA, dans des démarches comme celle-ci. C'est même, plutôt quelque chose, si on vous pose la question, que vous pouvez valoriser en expliquant que vous avez appris à utiliser l'IA pour faire certaines tâches, pour vous assister dans certaines tâches et que vous êtes au fait, à la fois des avantages et des limites, de cette technologie, hein. Aujourd'hui, l'IA fait partie de l'environnement de travail dans de plus en plus de métiers, en fait. Pour rebondir à quelque chose dont tu parlais tout à l'heure, Gaël, Mmh. j'avais pas rebondi tout à l'heure, mais effectivement, toi, tu vas être une adepte du prompt qui fait exactement ce que tu veux pour avoir à le faire une fois et obtenir la réponse vraiment que tu veux. Comme tu l'as dit, moi, je suis un petit peu tout l'inverse. Moi, je serais celui qui va dire à ChatGPT, prépare-moi une recette pour ce soir, et en fait me faire guider au fur et à mesure des réponses. Mmh. Parce que je sais qu'il va me demander si je suis végétarien ou si j'ai des choses que j'aime particulièrement. Voilà, et je vais lui dire, bah, écoute, il fait beau, j'ai envie de faire un barbecue, et il va me lancer là-dessus à force d'itérer.
Je pense qu'on est chacun un petit peu différent là-dessus. Il y a des personnes effectivement qui vont vouloir préparer le prompt au millimètre près avec tous les mots, le contexte, l'exaction, le suivi, etc., etc. Ou moi qui suis un petit peu plus freestyle, entre guillemets, qui va me dire, oh, tiens, fais le travail avec moi, pose-moi des questions, je te répondrai. Mais je pense que ça marche aussi. Oui, Et je pense que pour faire son CV aussi, on n'a pas non plus. Est-ce que je vois aussi beaucoup de questions, est-ce que vous avez un prompt? Quelle IA est la meilleure? Globalement, je pense que peu importe l'outil que vous allez utiliser, vous allez avoir un résultat à peu près homogène. Je pense que peu importe le prompt que vous allez utiliser, tout ne sera pas parfait dès la première fois. Et c'est pour ça, c'est un petit peu ce que je disais, de toute façon, moi je suis fervent défenseur de l'idée que voilà, le plus gros du travail, il est fait avant. Il est fait avant le prompt. C'est vraiment vous qui avez vraiment fait l'exercice difficile, inconfortable, mais j'ai plus de lumière, pardon, mais important de. Est-ce que je vais avoir de la lumière? C'est déstabilisant. De vous être regardé un petit peu dans la glace, d'avoir réfléchi à tout ce que vous avez fait, tous les challenges par lesquels vous êtes passé, tous les projets auxquels vous avez participé, toutes les initiatives que vous avez lancées. Et ne pas oublier que des fois, une initiative qui va vous paraître toute bête et très simple, si ça a eu un impact, si ça a eu un vrai impact sur, sur le, je sais pas, le fonctionnement du service dans lequel vous étiez, ou si par rapport à une petite idée que vous avez eue, bah, deux ou trois de vos collègues, ça leur a fait gagner 5, 10, 15 minutes de travail par jour, c'est des choses qu'on oublie parfois, mais qui ont un impact. Et ce genre de choses, des fois, nous, on va en parler, et moi, je me rappelle, ça m'arrive souvent, moi, en entretien, des gens vont me dire, oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était super. Et moi, dans ma tête, je veux dire, oui, bon, bah, tu as fait un fichier Excel, en fait. Crûment sans filtre dans ma tête, ça peut être un petit peu ça. Sauf que derrière, quand on va vous expliquer bah, pourquoi en fait c'était difficile, bah oui, mais ce fichier Excel, en fait, pour le faire, il a fallu que je me libère du temps, il a fallu X, Z et telles conditions pour que je réussisse à le faire, et voici l'impact que ça a eu. Donc ne pas oublier que des fois, des choses qui nous paraissent vraiment minimes ont aussi une valeur, et ça, l'IA, clairement, va vous aider aussi à le mettre. Donc ne pas sous-estimer ça. Mais une fois que vous avez fait tout ce travail, que ce soit du Mistral, du ChatGPT, du Copilot ou autre, globalement, ça va faire le travail de reclarifier, de reformuler ces choses. Et, euh, et vous n'allez même pas avoir besoin de beaucoup de temps à passer là-dessus. Et dans tous les cas, après, peu importe le prompt, ça va vous donner un premier résultat. Vous allez en être contente ou pas contente, et vous allez reposer des questions, vous allez clarifier. Et votre premier CV ne sera pas le bon, ne sera pas le meilleur. Et vous allez continuer jusqu'à arriver à quelque chose qui vous ressemble le plus et sur lequel vous serez le plus fier après de pouvoir utiliser. Mais c'est comme tout, c'est du travail, c'est de la répétition et ça ne vient pas tout de suite, même avec le prompt parfait, entre guillemets. alors, on arrive au terme, de la session, donc juste pour récapituler, on a essayé de répondre au fur et à mesure et vraiment désolée si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Vous aurez néanmoins le support, hein, qui sera diffusé après. Juste pour récapituler, donc l'IA, c'est un outil d'aide, mais qui nécessite quand même votre relecture et des ajustements. Le recrutement peut être heu, accompagné par des outils, les outils ATS, des outils d'IA, mais ça n'est pas, et de très loin une démarche qui est aujourd'hui automatisée. Donc le recrutement reste humain. Il faut cibler le ou la recruteuse pour postuler, pour être sûr d'être compris. Attention à vos données personnelles, mais on l'a dit, les données qui sont sur un CV sont généralement aussi sur votre profil LinkedIn et la pratique de l'IA est ce qui va vous permettre de grandir en termes d'aisance et de facilité à prompter et à trouver votre style de prompting, parce qu'il y a pas de il y a pas d'école meilleure qu'une autre. Les 2 peuvent s'entendre. Pour la question qui nous a été posée plus haut sur la consommation, environnementale, en fait, liée à l'IA, on ne saurait pas forcément vous dire aujourd'hui si le fait de poser plusieurs questions multiples successives vaut mieux que de poser un prompt très long parce qu'en fait, ce qui fait consommer de l'énergie à l'IA, c'est de traiter la question. Donc quand la question est plus complexe et plus longue, elle va demander plus de traitement. Quand il y a plus de questions, ça va faire plein de petits traitements. Entre les 2, quelle est, la démarche qui est la plus ou la moins impactante d'un point de vue environnemental? C'est très compliqué de le savoir et les éditeurs d'IA eux-mêmes ont généralement du mal
à calculer leur impact environnemental. Donc voilà, Ne veulent pas en parler. ouais, c'est compliqué, de se positionner par rapport à ça. Après c'est sûr que si c'est pour faire une petite recherche, un moteur de recherche classique, consomme moins que de l'IA. Par contre, pour générer du document, il y a que l'IA qui pourra vous y aider. Voilà, et en dernière diapo, on vous a mis, donc Sage est partenaire de Simplon. Il y a un certain nombre de parcours qui sont proposés. Vous retrouverez ça dans le document qui vous est, envoyé, donc n'hésitez pas, à consulter le support. On espère que ça vous a été utile. On vous remercie beaucoup pour, la les participations que vous avez eues dans le chat, et on espère, voilà, que ça vous aidera dans la suite de vos démarches. On vous souhaite, le meilleur pour la suite. Merci pour vos questions. Merci à toutes. Merci à toutes.